Alors, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette session qui est donc consacrée à la formation des ressources humaines en santé. Rapidement, pour situer le débat, on sait que, notamment dans les pays du Sud, il y a de nombreuses difficultés au niveau de la formation de ces professionnels de santé, que ce soit en termes de qualité de la formation, d'homogénéité de cette formation, et puis en termes soit de pléthore, une pléthore de gens formés de façon très hétérogène avec des niveaux très disparates, soit dans certains secteurs ou certains environnements, un manque cruel de personnel formé. Ce qu'on souhaitait discuter avec vous cet après-midi, c'était des méthodes de formation, discuter autour d'expériences, de méthodes de formation soit tout à fait classiques, soit au contraire plus innovantes, ou quelquefois un petit peu des deux. Le point commun de ces formations, c'est évidemment de viser une autonomie des personnels de santé, mais aussi une pérennité qu'on a du mal parfois à obtenir, avec l'idée derrière que la formation, c'est pas juste du savoir, même s'il y a plein de choses, plein de sortes de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, de savoir formel, mais aussi une formation engage les professionnels dans une forme de développement de son identité professionnelle qui est aussi très liée à la motivation, à la satisfaction au travail, au bien-être au travail en règle générale, et sont donc des questions qui vont de façon transversale être abordées dans ces présentations. Avec quand même le mot-clé qu'on voulait absolument partager avec vous, que dans les formes modernes de la formation d'adultes, puisqu'on parle de professionnels, on a évidemment en arrière-plan un modèle où l'acteur, le professionnel, est actif dans sa formation, et donc avec des méthodes de formation qui sont adaptées aux besoins, aux attentes, aux difficultés, à l'expérience, au vécu des personnes à qui elles sont adressées. Alors avant de rentrer dans les présentations et les débuts des discussions, comme on a la chance de passer en période postprandiale, c'est-à-dire après le déjeuner, souvent il y a un petit flop, alors on s'est dit qu'on allait vous faire un petit peu d'exercice physique. Et on a préparé des questions pour vous. Alors on est un peu moins moderne que Tim, on n'a pas le truc où on appuie, puis comme je vous dis, et comme ça on fait un peu de sport. Donc l'idée, c'est que tout le monde se lève, aille au milieu de la salle, et puis, selon que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation, on va se mettre d'un côté ou de l'autre de la salle. Ça vous va? Donc, je vous invite à vous lever. Restez là. Tous au milieu, oui. Je vais me mettre ici. Allez au milieu, et puis on va dire, si vous êtes plutôt d'accord avec l'affirmation, vous vous mettrez de mon côté gauche, donc du côté du drapeau belge et européen. Et si vous êtes plutôt en désaccord, vous vous mettrez du côté des traducteurs à ma droite. Donc voilà. Et tu es neutre. Et ceux qui sont neutres ont un gage, doivent faire le tour de la salle à cloche-pied. C'est ça les méthodes de formation pour adultes? Oui, tout à fait. Mais j'ai pas dit que j'étais là pour vous former. Voilà. Mais, tout à fait. C'est le sport à l'école. Alors notre première question, notre première affirmation, c'est les modules en ligne sont un gain de temps. Donc oui, c'était par là. Oui, c'est par là. Pour ceux qui pensent que oui, les formations en ligne, c'est un gain de temps. Alors on a laissé large un gain de temps pour qui, c'est à vous de... Et ceux qui trouvent que non, c'est pas un gain de temps, vont de ce côté-là des traducteurs.
c'est à vous de... C'est en général. En général. Oui. Alors, c'est un gain de temps, évidemment, à la fois pour les formateurs et puis pour les gens qui sont formés. Hein, c'est de façon globale. Donc, est-ce que j'arrive à tracer une ligne? Est-ce que j'ai un... Oui, hein. Ici, j'ai une ligne. Que la ligne... Donc, ici, c'est la ligne... Il faut choisir. Ah non, alors... Il faut choisir, oui ou non? Bon, en tout cas... Une échelle de graduation entre 1 et 10. Bon, en tout cas, pour l'instant... Pour l'instant, visiblement, il y a quand même une majorité qui pense que non. Ça ne représente pas forcément un gain de temps. On prend acte. Puis, la deuxième affirmation, c'est toujours par rapport aux cours en ligne. C'est l'idée que grâce à l'instauration des cours en ligne, ça permet de travailler, de se former à domicile. Que bientôt, on pourra uniquement être formé à domicile grâce aux formations en ligne. Donc, pareil, le uniquement est... On met le uniquement, alors. Bon. On pourra. Non. Donc, ok, là, il y a une animation. Alors oui, il faut prendre la photo, parce qu'il y a une unanimité que ça ne suffit pas. Félicitations. La troisième affirmation, c'est « L'envoi d'experts du Nord est indispensable pour assurer la qualité de la formation. » Donc au Sud, hein, sous-entendu. Hein. Donc, est-ce que c'est indispensable, d'après vous, oui, ici ou non, d'envoyer des experts du Nord pour une formation? Là encore, unanimité. Bon, c'est beau. Okay. Donc tout le monde est contre. Tout le monde veut chercher un autre boulot. On n'est pas indispensable. Et enfin, la dernière affirmation, c'est « Les référentiels de compétences du Nord ne sont pas utilisables au Sud ». C'est-à-dire qu'il faut absolument faire des référentiels de compétences spécifiques du Sud. Donc ceux qui sont d'accord avec ça viennent là. Donc les référentiels, je répète, les référentiels de compétences faits au Nord ne sont pas utilisables au Sud tels quels. Donc, si je le mets en forme d'affirmation, ça veut dire, dans une affirmation, ça donnerait, il faut absolument faire des référentiels de compétences spécifiques quand on est au Sud. Spécifiques au fait qu'on soit au Sud. Ça fait que, pour un corps de métier, mettons les sages-femmes, si on fait un référentiel de compétences des sages-femmes au Sud, ça ne peut pas être celui qui est fait en Belgique, par exemple. Donc, vous êtes... Oui, c'est bien, on prend acte. On prend acte. Voilà. Mais je vous remercie. Je vous invite à rejoindre vos... et puis à repenser à ces questions, voir peut-être est-ce que vos opinions vont changer en cours de... La première prête, donc normalement, une peut, Ah oui, parfait. D'accord. Mais c'est ici. Oui. Je ne me suis pas présentée, j'avoue. Ah oui. Bon. Ja, dus vooruit. Als u liever hebt, op dit scherm ziet u het voordeel maar gezien. Nee, toch niet. Nee, voilà, dus dat is het gewoon. Ja. Nee, oké, is goed. Alors je me rends compte que j'ai été de la plus extrême impolitesse puisque je ne me suis même pas présentée. Je vais commencer par ça. Je suis Anne Fromont, je suis chercheuse à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Et je collabore au sein de la plateforme Because Health depuis 6 ans, quelque chose comme ça, notamment dans des groupes de travail sur l'approche de la complexité. Et j'ai été invitée à donc, modérer cette session cet après-midi. Je vais maintenant introduire notre premier intervenant, qui est donc M. Roland Debrune,
Ah voilà, je l'ai mal dit. Non, ça va. Qui va nous parler donc d'un projet qui concernait l'amélioration de la santé mentale dans la région des Grands Lacs, plus précisément au Rwanda. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Si vous me permettez, je vais compléter un tout petit peu. D'abord, c'est le début de l'après-midi, on a fait un peu d'exercice, mais on est dans des fauteuils très confortables et la digestion est en cours. Donc, si je vois quelqu'un qui s'endort et il ne ronfle pas, je ne vais rien faire. Pour me présenter un petit peu, donc, je suis infirmier de vocation. Mais depuis 40 ans à peu près, je suis impliqué dans la formation d'infirmiers et surtout infirmiers en santé mentale. Donc, il faut dire que je ne suis pas infirmier en santé mentale moi-même, mais disons que je suis devenu gris dans le secteur. Oui. Si vous me donnez l'occasion, je vais vous parler du projet que Fracarita et Médecins sans vacances ont débuté il y a quelques années pour former des coachs dans la région des Grands Lacs. Je vais essayer de vous parler un peu du contexte, de l'histoire, quel chemin on a fait, et puis de notre réalisation. Et je vais aussi, à la fin, dire ce que je trouve personnellement du résultat, le positif et le moins positif. D'abord, je vais déjà accentuer un mot clé dans la présentation, c'est le mot compétence. Je vais le reprendre beaucoup, parce que compétence, pour moi, ça n'a pas une signification, c'est un complexe de signification que ça a. Donc, en cherchant... Est-ce que je retourne? Bon. Pour situer un peu le projet, donc, on travaille surtout dans la région des Grands Lacs. Ça veut dire qu'il y a à la RDC Kivu du Nord, Kivu du Sud, dans les villes de Goma et Bukavu. Au Rwanda, il y a Ndera, Gatagara, et il y a beaucoup plus de partenaires là, surtout dans le secteur orthopédagogique. Au Burundi, on est actif à Bujumbura, et en Tanzanie, à Kasaka et Marumba surtout. Pourquoi dire s'attarder un peu là-dessus? Ça veut dire qu'on travaille dans un secteur étendu, avec des personnes de cultures différentes. Et ça a un impact sur ce qu'on fait. Sur le terrain, je suis en train de démolir le machin ici. Oui. Oui, je dois aussi dire que je suis néerlandophone et quand je balbutie un peu, il faut me pardonner. Donc on cherchait des moyens pour augmenter la qualité de soins. Ça, c'était notre premier objectif. Et on voyait sur le terrain qu'il y avait des problèmes de prise en charge des personnes qui avaient des problèmes psychiatriques. Des problèmes parfois extrêmement graves. Et on a très vite fait le lien entre les problèmes qu'on voyait et la compétence du personnel qui travaillait là. Ce n'était pas le problème unique, mais c'est un facteur extrêmement important.
Puis, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y avait un problème d'attitude de travail. À tous les échelons de l'organisation, on voyait des problèmes d'attitude de travail. Je vais en parler plus tard, plus longuement, mais je peux déjà parfois vous dire que peut-être la culture, la tradition jouait un rôle. On voyait que même le personnel bien formé avait encore des idées préconçues sur la psychiatrie. Médecins, psychiatres, infirmiers, infirmières, parfois avaient peur des malades, parce qu'il y avait des superstitions. Je parle d'un bon bout de temps, mais ça a été là. Ces superstitions entraînaient aussi la négligence du patient. On fuyait un peu le patient. C'était quelque chose qui n'était pas admissible, donc il fallait réagir. Je veux parler de nos deux organisations, quand on s'est rencontrés sur le terrain même. On s'est rencontrés dans les hôpitaux où Médecins sans vacances faisaient des descentes et des missions d'aide et de soins, mais aussi de formation. Et il y avait le Fracarita, des frères de la charité, qui ont un peu organisé dans la région le soin pour les malades mentaux. Et qui aussi ont débuté, ensemble avec le gouvernement rwandais, une formation spécialisée infirmiers en santé mentale. Et c'est un peu logique que les deux organisations se rejoignent un peu et ne se faisaient pas de concurrence sur le terrain. Ce qui malheureusement arrive de temps en temps. Mais les deux organisations sont trouvées et ont coopéré depuis maintenant, je crois, 20 ans, ou même plus, sur le terrain même. Et encore sur le terrain, on voyait des différences au niveau des compétences entre le personnel. Et maintenant, je vais me limiter un peu aux infirmiers et infirmières, mais on peut généraliser. On voyait des niveaux de compétences très différents. Il y avait les aides soignantes, il y avait des infirmiers et infirmières de soins généraux, et il y avait aussi très peu d'infirmiers et infirmières spécialisés. Cela faisait que garantir un soin consistant devenait très difficile. Le niveau de formation est une chose, mais il y avait aussi la motivation. La motivation du personnel était et est parfois encore difficile. La motivation est sous pression parce que, d'une part, il y a les personnes qui étaient mises dans le poste d'infirmière dans un hôpital psychiatrique et n'avaient pas le choix. C'était le gouvernement qui disait « vous devez travailler là ». Et quand on a peur de ces malades, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fuit dans le bureau. Et c'est ce qu'on voyait beaucoup. Le problème de motivation, c'était aussi ignorance. On n'avait pas les moyens, puisqu'on n'était pas très bien formé, on n'avait pas les moyens d'intervenir dans des périodes de crise. Tout était bien pour faire une petite promenade avec le patient, mais vraiment contenir la crise, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de violence. Bon. Je vous ai dit que je travaillais là depuis un certain temps. Et
les frères de la charité ont dit, bon, il faut former les gens. Au début, avant 2010, les formations étaient faites à l'hôpital. C'était l'hôpital qui organisait, qui choisissait les sujets. Et ce qu'on voyait, c'est que c'était toujours les mêmes sujets qui revenaient. Les psychoses et les psychoses encore. Donc, on a dit, bon, il faut faire de sorte qu'on va structurer. Alors, sur le niveau de Fracarita, on a fait organiser une formation de base pour le personnel non soignant. C'était une module. La première fois, c'était tout le monde qui y passait. On parlait de la communication, du comportement des malades. Le deuxième module, c'était la formation spécialisée pour le personnel soignant. Là, on allait en profondeur. Là, c'était la psychopathologie, la pharmacologie, tous les sujets sur lesquels on doit être compétent. Mais toutes ces formations étaient basées sur un curriculum lui-même basé sur des connaissances et des aptitudes. Et on voyait une certaine évolution, mais l'évolution n'était pas satisfaisante. Donc tout le monde se posait des questions. Personne n'était content. Et qu'est-ce qui se passe quand personne n'est content? Le personnel continue à travailler comme avant, même après beaucoup de sessions de formation. Et si quelqu'un veut foncer dans une direction, ou si tout un groupe veut foncer dans une direction, c'est très difficile de changer la direction. Si le monsieur veut dire à l'éléphant qu'il faut aller plus à droite, ça va être difficile. Ce n'est pas en le tirant par la queue. Et tous ces efforts faits frustraient les gens. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la démotivation. On ne fait pas bien notre travail, on se dit il faut se former. Et le prochain stade, c'est encore plus loin, c'est à la révolution. Oui. Les gens fonçaient, ils ne voulaient plus participer, c'était très difficile. Et on s'est dit, il faut chercher un moyen pour avoir un personnel satisfait, qui se sent bien et qui veut travailler. Et pour ça, dès 2014, on a pris l'idée, littéralement à l'africaine, sur une terrasse avec une bonne bière, on a eu l'idée de coacher les gens. Mais pour ça, il fallait former des coachs. Et ces coachs étaient formés selon les compétences, avec un curriculum basé sur des compétences. Compétences qui, comme vous savez, comprennent pas seulement des aptitudes et des connaissances, mais aussi des attitudes. Et on avait des objectifs. Qu'est-ce qu'un coach va pouvoir faire? Et on a pris le chemin logique de commencer par le profil professionnel souhaité, voir quelle description, quelle tâche il faut effectuer pour être un coach ou même un infirmier compétent, décrire les compétences et faire un bilan par compétences, faire le bilan des savoir-être, et je dis ça en premier lieu, des connaissances et du savoir-faire. Et puis, à la fin, on a établi des sujets
et de méthodologie. Bon, c'était quelques compétences et quelques objectifs, pardon, qu'on a formulés et même qu'ils étaient approuvés par les candidats coach même. On leur a présenté, est-ce que vous êtes d'accord de travailler comme ça? Et ils étaient d'accord, je ne vais pas tous les... pour ne pas perdre trop de temps. Il y avait deux approches à la formation. Il y avait la formation disons, plutôt traditionnelle, où durant les 3 ans, durant 750 heures à peu près, il y avait différents sujets qui étaient organisés et dont on travaille maintenant encore avec les coachs. Vous voyez en premier lieu, communication, c'est le sujet le plus important dans la formation, plus que les autres sujets. Et puis, la méthodologie suivie était d'instruction théorie et pratique, des méthodes interactives et participatives. Ça, c'est très important. Les gens s'endorment quand on ne peut pas participer. Oui. Ce que j'évite de faire ici, c'est de vous faire endormir. Hein? Oui. Mais donc aussi pour ces personnes, et aussi, je crois que c'est seulement par ce moyen qu'on va intérioriser les compétences. Solution de problème, étude de cas étaient analysées, et même encore plus. Il y a aussi la formation sur le terrain. On avait des coopérants qui descendaient sur le terrain et coachaient les coachs. Et pour ça, ils faisaient bien sûr des opérations et donnaient du feedback, mais aussi l'arme de l'auto-évaluation était utilisée. Vraiment quelque chose de très effectif, laisser la personne faire des réflexions sur son propre fonctionnement. Et puis aussi, si le coach ne s'en sortait pas, il y avait des suggestions et des démonstrations de la part de l'expert sur place. Cela se fait encore pour le moment. Hein. Des résultats, après la 2e année, on a fait une petite enquête et on a vu qu'il y avait des effets positifs sur la performance du personnel suite aux interventions du coach, et c'était la direction et à tout niveau qui disait ça. C'était très important, ce n'était pas seulement les coachs mêmes qui disaient ça, c'était la direction qui signalait ça. Et puis, on a utilisé aussi un instrument de monitoring basé sur les compétences professionnelles. Donc, les 10 compétences qu'on avait décrites, on a fait une liste, c'était les coachs mêmes qui l'ont préparé, fait un instrument pour mesurer les résultats et leur satisfaction professionnelle aussi. Un peu de résultats. Après 3 ans, on a fait l'enquête, on a vu des améliorations des compétences des infirmières de moyenne, chez tous les partenaires, de 30%. La méthodologie, on peut en discuter. Ce n'était pas très scientifique quand on l'a fait, mais là, il y avait aussi un problème de moyens. Les évaluateurs externes, par manque de moyens, n'ont pas fait d'évaluation encore. Ils vont le faire, je crois, cette année ou au début de l'année prochaine. Mais nous, on était déjà très contents qu'il y avait des choses. Et fin 2016, 4 candidats pour le secteur santé mentale et 8 pour le secteur orthopédagogique ont réussi le test final et sont désormais officiellement coachs. Il y a pour le moment un coach en cours de route pour finir sa formation. Quelques facteurs critiques, je vais aller très vite. Organisation,
D'abord, il y a les organisations, les partenaires qui doivent bien travailler ensemble. Les formateurs utilisés doivent être compétents dans leur domaine. Pas d'improvisation à ce sujet-là. Et puis les coachs même doivent avoir une motivation intrinsèque. Ils doivent avoir une confiance en soi pour faire leur travail et ils doivent être une certaine fidélité à l'organisation pour éviter qu'ils partent après leur formation pour valoriser leur diplôme quelque part d'autre. Ils étaient très contents, et vous voyez, nous aussi. Ce qu'on fait maintenant, c'est donner la responsabilité de la formation aux coachs même. C'est eux qui continuent ou qui font le follow-up de leur formation sous l'œil attentif, d'entre autres, la collègue Véronique et moi-même, et le coach coordinateur, le COCO, comme on l'appelle, qui organise sur place les choses. Le résultat qu'on veut, ce n'est pas la question autour de la tête, c'est du personnel à tout niveau qui est satisfait, qui voit que la qualité de soins avance. Et quand on fait ça, le coach et les formateurs sont contents aussi. Voilà. Je vous remercie. Alors, dans l'organisation de la session, on a prévu un long moment pour des questions plus transversales, disons, pour débattre autour de ce qui est présenté. Mais si vous avez des questions spécifiques sur cette présentation, on peut prendre quelques questions vraiment très spécifiques, c'est le mot. Moi, j'en ai une. Comme ça vous donne... Ah, il y en a aussi une. Et à la reconnaissance dans l'organisation même, parmi les institutions des Frères de la Charité, il y a reconnaissance, mais pas en dehors. Ce serait bien, mais il faut d'abord répartir l'idée de coaching dans la région, je crois. Oui. Est-ce que l'épilepsie faisait partie dans vos groupes de maladies mentales et faut-elle encore partie après votre formation? Oui. L'épilepsie est intégrée, fait partie intégrale encore dans la région de la psychiatrie. Mais ce qu'on dit aussi aux coachs, c'est d'être critique et de se poser des questions là-dessus. Mais le coach ne peut rien changer. Il reçoit une formation, disons, plus moderne. Il fait la distinction entre la neurologie et la psychiatrie. Mais sur le terrain, les choses sont encore très liées. Vous avez mentionné dans votre introduction la superstition, Oui. les superstitions, comme un des facteurs importants pour certaines négligences. Et je voudrais savoir comment est-ce que ça a été géré, soit dans le coach, ou est-ce que la formation a quelque chose de particulier? Durant la formation, on essaye de travailler avec, de façon moderne et scientifique. Donc on essaye de montrer que la pensée scientifique est la meilleure pratique prouvée. C'est la manière de travailler. Mais quand dans la culture, les choses sont vraiment très profondes, par une, je ne l'ai pas dit, mais une attitude, c'est le plus difficile à changer dans une formation. Et aussi des idées préconçues qui sont très profondes, c'est très difficile. Je peux vous donner l'exemple d'un médecin qui n'hésite pas à envoyer ses malades dans les chambres de prière. C'est un psychiatre. Donc, c'est très difficile de changer ça. Oui. Comment avez-vous sélectionné les coachs? Les coachs étaient sélectionnés par les institutions mêmes, par les hôpitaux, mais il y avait le coordinateur
de Fracarita qui a assisté et qui faisait un peu, qui guidait un peu le processus. Mais c'était les directions qui choisissaient leur coach. Avec des critères qui étaient établis ou... Oui, il y avait des critères, mais à la fin, parfois, quelqu'un poussait son choix. Mais on a eu beaucoup de chance. Les coachs étaient aussi de niveaux très différents. Et je sais que pendant la première session, un des coachs me faisait peur par ses idées. Oui, je disais comment il faut changer ça. Et maintenant, et il y a des témoignages pour confirmer ça, c'est un des meilleurs coachs. Oui, donc c'est possible, c'est possible de changer quelqu'un qui n'est pas tellement dans les critères voulus, d'améliorer un peu les choses. Je dois vous dire que ce n'est pas seulement le coacher qu'on a appris au coach, c'était aussi, notre but était aussi d'élever leur niveau comme infirmier aussi. Donc, on a essayé de marier les deux, et à mon grand étonnement, ça a marié comme sur des roulettes. Oui. Vous avez mis quelques chiffres pour montrer qu'il y avait une amélioration, mais les chiffres ne disent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Quel type de critères vous avez utilisé? Et surtout, la différence entre les deux méthodes de formation était que dans la deuxième partie, vous avez attaché l'importance au changement d'attitude et comment vous avez fait ça concrètement. Quelques exemples. Si vous avez quelques années, je peux vous expliquer ça. Oui. Comme j'ai dit, pour commencer avec les attitudes, changer les attitudes, c'est un processus à long terme. Il ne faut pas avoir le miracle. Je ne crois pas beaucoup aux miracles et ils ne se sont pas arrivés là non plus. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, une attitude problématique en Afrique, c'est la ponctualité. Grâce aux auto-évaluations, donc faire réfléchir les infirmiers et infirmières sur le terrain, sur leur fonctionnement, on voit que ça avance, que ça s'améliore. Simplement, même nos coachs, parfois, durant nos sessions, arrivent en retard, et alors il faut reprendre, reparler de l'importance de la ponctualité. C'est un travail qu'on a fait, on a donné des diplômes, les résultats positifs sont là, mais je suis sûr, dès qu'on arrête pour le moment, dans ce stade, tout va retomber. Oui. Donc il faut continuer cet effort, et à long terme, ça va changer. Ça j'en suis sûr. Ah oui, et pour les chiffres. Les chiffres sont résultats de deux types d'évaluations. Les auto-évaluations. Comment est-ce que j'ai ressenti mes progrès des infirmiers et infirmières, mais aussi des évaluations des coachs qui tiennent un petit dossier sur chaque membre du personnel. On a mis ça ensemble. Donc j'ai dit, c'est pas très scientifique, mais l'impression est là. Ça avance et on voit sur le terrain aussi que ça avance. Sauf que parfois, quand il y a une direction qui change et qui doit être convaincue de nouveau du processus, on voit une baisse dans les chiffres et dans la satisfaction professionnelle. Oui. Alors, on a du temps encore après, donc je vais reprendre peut-être encore une question de ce côté-là, parce que voilà, pour équilibrer. Mais on reviendra après, gardez vos questions en tête, je vous en prie. Oui, moi je voudrais revenir sur la question de M. plus loin, qui concerne le terme superstition. Oui. Pourquoi? Parce que
superstition a un côté péjoratif. Alors que, à mon sens, ces superstitions dont vous parlez, eh bien, ce sont des explications culturellement déterminées par rapport à des troubles psychiatriques. Oui. Et pour expliquer les troubles psychiatriques, il y a notamment deux origines, deux étiologies culturellement déterminées, qui sont la possession par des esprits d'une part et l'autre part la sorcellerie. Alors moi je voudrais savoir, donc ça c'est très fermement ancré, à la fois dans le mental des populations, dans leur façon de voir le monde, mais aussi dans le mental du personnel soignant. Et donc comment est-ce que vous gérez ça? Parce que le patient, quand il vient vers vous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis victime de sorcellerie, je suis victime de possession par des esprits, notamment, hein, pas seulement, mais il y a d'autres possibilités, d'autres explications. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous faites appel à l'ethnopsychiatrie, à des choses de ce ordre-là, ou bien est-ce que vous dites aux gens, non, écoutez, ce que vous racontez là, ce sont des sottises, ça c'est des superstitions, il faut oublier ça. En fait, vous êtes une psychose, et la psychose, c'est quoi? La vôtre, c'est, vous êtes victime de syndrome bipolaire ou de choses de ce genre-là. Est-ce que ça peut passer, ça, à la fois dans le chef du personnel soignant et à la fois dans le chef des patients? Oui. Je crois qu'il est important de dire que le patient, avant qu'il arrive chez le psychiatre, a déjà suivi un trajet, disons, local. Hein. Donc, il a été chez le sorcier, chez le guérisseur. D'abord le... Oui. Non, mais d'abord, on va chez disons, le guérisseur tradipraticien. Oui. Puis, si ça ne marche pas, hein, on va à l'église, hein, la chambre de prière. Oui. Et quand ça ne marche pas, on va chez le sorcier. Hein, parce que là, il y a les esprits, il y a l'empoisonnement, il y a de tout qui joue là. Hein. Et quand ça ne marche pas, et on est à la fin du rouleau, on va chez le... je parle de milieu rural. Hein. En ville, ça commence à changer maintenant. Ils viennent très tard. Et là, ça dépend un peu. J'ai donné l'exemple du psychiatre qui croit dans la possibilité de travailler ensemble avec les guérisseurs, et il y a les autres, hein, qui sont très avec les idées du Nord, hein, qui disent non, hein, ça ce n'est pas possible, les esprits, ça n'existe pas, c'est les médicaments qu'il faut prendre, c'est tout. Oui. D'accord, je vous remercie tous et puis je rappelle qu'on pourra poursuivre cette discussion après. Je vais maintenant vous demander d'accueillir le docteur Prudence Mitangalan Demba qui va nous présenter des formations, un projet réalisé au Kivu, donc on reste dans la région des Grands Lacs, au Congo. Enfin, je préférerais me mettre debout pour ne pas m'endormir, si vous me permettez. Très bonne idée. Voilà. Donc, je vais parler d'une expérience de formation qui a été menée dans la province. Et on a utilisé ça dans un contexte de formation de base très défaillante, des stratégies adoptées afin de permettre aux prestataires de soins congolais de prendre en charge correctement les malades. C'est une expérience qui a été menée à partir de Goma dans un contexte tout à fait particulier. Ce contexte, c'est un diagnostic qui est connu non seulement de nous, mais aussi de tout le monde. Mais le diagnostic que je vais présenter ici, c'est un diagnostic qui a été fait par les autorités sanitaires de la province. C'est un contexte tel que, du point de vue éducatif, il y a une prolifération sauvage des organismes de formation. Parce qu'on a libéralisé
tout le monde s'arrange pour ouvrir son école. Et on forme dans tous les domaines, hein, y compris en médecine et les infirmiers. Mais ces formations ne tiennent pas du tout compte des besoins. Donc on forme des gens, on ne sait pas qui va pouvoir les utiliser. Vous comprenez, la conséquence, c'est qu'on aboutit à une surproduction du personnel, donc une partie va bien entendu être absorbée dans le secteur public, mais l'autre n'aura pas de travail. On le sait, si vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez injecter, vous savez peut-être faire une pratique quelconque. Vous allez aussi ouvrir votre propre cabinet. Donc on a aussi assisté à une prolifération de structures sanitaires privées et qui ne répondaient à aucune norme. Donc aucun respect pour les normes. Tout le monde fait ce qu'il pouvait faire. La conséquence, vous comprenez tout de suite, c'est que c'est des soins qui sont ratés. Donc, on en est à une mauvaise prise en charge, parce que dans les structures privées, généralement, c'était le luxe. Dans le secteur public, on a foisonné le secteur avec du personnel qui n'a pas les compétences voulues. Donc, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, on assistait déjà à des problèmes de prise en charge des problèmes de santé, et en particulier ceux de la mère. Ça, c'est le contexte éducatif global tel qu'il était en train d'être vécu et qui continue à être vécu dans une certaine mesure dans une partie du même pays. Dans le secteur lui-même, il y a, on le sait en RDC, il y a plusieurs programmes spécialisés. Et chaque programme spécialisé avait commencé à développer son propre plan, son propre programme de formation. Et ce développement était aussi favorisé par le fait qu'il y avait beaucoup de valeurs, qui avaient les moyens et qui finançaient les formations. Vous savez bien que la formation, c'est vite justifié. Hein? Donc, on appelle des gens, on paye de l'argent, on signe des documents et puis c'est fini. Peu importe les résultats que cela apportait. Et donc, même ces formations, même si elles étaient hyper financées, les résultats n'étaient plus ceux qu'on voulait obtenir. C'était devenu des participations à des formations qui étaient liées à des perdièmes. Et on voyait facilement, hein, au cours d'une même journée, une personne qui était inscrite à 4 ou 5 formations. Elle pouvait passer à 8 heures, elle signe sa présence dans cette formation, à 9 heures, elle va signer dans l'autre, jusqu'à la fin de la journée. Donc elle a fait juste, elle a loué une moto ou a trouvé sa voiture pour aller signer partout, et comme ça, partout, si on fait la somme, ça lui fait beaucoup d'argent par jour. Donc, du coup, dans aucune de ces formations, cette personne n'avait rien acquis. Et malheureusement, ça continue encore, jusqu'aujourd'hui, dans certaines parties de la province. Donc, on avait une méthode de formation, et ces personnes-là qui tournaient, parfois, c'était des personnes clés. Des personnes clés, et donc si la personne est en train de tourner, en train de trouver des moyens de survie, si c'est une personne clé dans une institution sanitaire, la conséquence c'est qu'on ne l'a pas. Et donc même si elle avait des grandes compétences pour la prise en charge d'un problème particulier, on ne pouvait plus l'avoir. Et donc ça posait aussi un problème. Donc du coup, on n'a pas de personnes dans les formations sanitaires, des personnels qui sont capables, et celui qui reste, sa formation de base, c'est une formation qui est un peu à la limite de l'acceptable. Donc on voyait bien que les motivations n'étaient plus les motivations d'amélioration des capacités, mais plutôt des motivations de lucre, d'avoir un peu plus d'argent. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y avait 2 financements de l'Union européenne. L'Union européenne, profitant aussi du contexte de la RDC, tout le monde le sait, qu'on parlait de la RDC comme la capitale du viol, avait amené des moyens de financement pour l'amélioration de la prise en charge des victimes des violences sexuelles, et en particulier aussi pour la réparation des fistules, parce qu'on devrait donner une partie à certaines entités qui étaient très spécialisées dans la réparation des fistules. Et l'UL de coopération qui a su ce financement a réorienté ce financement vers un programme de formation. Bien entendu,
avec l'accord des bailleurs. Et en réorientant ces financements dans un programme de formation, ne s'est pas orienté uniquement pour la formation, pour l'amélioration de la prise en charge des victimes de violences sexuelles, mais plutôt pour une amélioration de la prise en charge globale en gynéco-obstétrique, parce qu'on le savait bien que ces fistules dont on parlait n'étaient pas liées nécessairement aux violences sexuelles, la plupart étaient liées à une mauvaise prise en charge en gynéco-obstétrique, notamment au cours des accouchements. Donc, dans ce contexte-là, on a fait ce programme de formation avec 5 principes. Un programme avec un contenu qui est tout à fait adapté au contexte, parce qu'il fallait avoir une formation ou des formations qui s'adaptent au contexte tel que ça se passe, mais en ayant une validité scientifique irréfutable. Un programme avec des objectifs en phase avec les besoins prioritaires, parce que les besoins étaient très nombreux, mais il fallait cibler certains besoins, notamment la pratique de la césarienne, parce que la césarienne elle-même posait des problèmes, non seulement que certaines césariennes débouchaient sur des fistules, mais d'autres aboutissaient sur des décès maternels. Et donc, c'était un problème tout à fait prioritaire si on pensait qu'on voulait améliorer la prise en charge des problèmes de santé de la mère. Et ces formations devraient se faire sur base de certaines compétences. Et l'une des compétences les plus essentielles que l'on visait, c'était la pratique de la césarienne. Et on voulait bien qu'on fasse la césarienne, pas seulement la pratiquer, mais d'abord savoir comment l'indiquer, comment examiner la femme, et comment pratiquer cette césarienne pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions pour éviter les conséquences qu'on était en train de vivre, et en visant aussi plusieurs niveaux, parce que lorsqu'on prend en charge ces problèmes de la mère, il n'y avait pas que les médecins, il y avait aussi des sages-femmes, il y avait tous les autres, donc il y avait plusieurs niveaux de formation qu'on devait atteindre, plusieurs cibles qu'on devrait atteindre, et le tout en visant que lorsqu'on va essayer de mettre en place ce programme, il ne faudrait plus que ce programme disparaisse. Il fallait que ça reste. Parce que ça, c'est une philosophie qui est développée par l'ULD Coopération depuis des années. C'est d'assurer la pérennité des actions. Et donc, pour avoir le contenu adapté, un contenu adapté et validé, pour l'adaptation, on a fait des groupes de travail, des acteurs de terrain, des spécialistes qui étaient dans le milieu, parce qu'ils connaissaient ce dont ils avaient besoin pour qu'ils définissent des compétences dont on avait besoin pour bien prendre en charge les problèmes de la mère, mais auxquels on a adjoint des spécialistes. Des spécialistes non seulement dans l'élaboration des référentiels des compétences, mais aussi d'autres spécialistes qui devraient pouvoir aider à la validation de certaines choses que l'on devrait mettre dans le référentiel des compétences. Et pour faire des formations qui s'adaptent à plusieurs niveaux, on a eu à définir 3 niveaux. Le premier niveau, c'était le niveau de base. Et le niveau de base, c'était former les gens sur la prise en charge correcte des accouchements et former les gens dans la prise en charge correcte des victimes de violences sexuelles. Je rappelle que la prise en charge des victimes de violences sexuelles, c'était ça l'objectif, l'un des objectifs du bailleur. C'est ce que lui voulait. Et donc on ne pouvait pas taire ça. Et on a mis ça aussi comme premier niveau de résultat à atteindre. Le deuxième niveau, un peu plus réduit, c'était de pouvoir pratiquer aussi correctement que possible les césariennes. Ce serait un autre public, d'autres compétences. Et au troisième niveau, on voulait aussi essayer d'intégrer la prise en charge des fistules, pour qu'on puisse les réparer, non pas comme on le faisait, parce que tel que ça se faisait, il y avait des unités mobiles, des spécialistes de réparation des fistules, qui faisaient des tours, qui allaient faire des recrutements
Et cela se passait parfois 20 ans après la survenue de la fistule. La conséquence, c'est que ces femmes-là, pour qui les fistules arrivaient, pour la plupart c'était entre 25 et 30 ans, après 20 ans, toute leur vie est déjà gâchée parce qu'une femme qui a une fistule, elle est rejetée par toute la communauté et la conséquence c'est qu'elle se retrouvait dans les champs, dans la brousse, totalement exclue et donc on pensait qu'il fallait aussi développer certaines compétences pour la réparation des fistules, tout en sachant que l'objectif du bailleur, c'était qu'on donne des moyens pour donner à ces unités mobiles de pouvoir réparer les fistules dans cette région et essayer un peu de les éradiquer. Pour avoir des formations basées sur les compétences, et donc on a pu utiliser des méthodes de simulation avec des modèles anatomiques et d'autres méthodes qu'on a pu mettre en place qui étaient tout à fait adaptées aux adultes, notamment l'ajustement mutuel. Et ces formations, on a eu à les réaliser en cascade pour atteindre les différents niveaux. Au premier niveau, nous avions des encadreurs qui provenaient de l'hôpital des Racines qui, eux, venaient former au cours des missions d'une semaine des formateurs provinciaux. Ces formateurs provinciaux qui ont été recrutés sur base d'un critérium qui était bien défini. Ce n'est pas nous qui avons défini ce critérium a été défini par des pédagogues ensemble avec la division provinciale de la santé, donc les autorités sanitaires, et ce sont eux qui ont défini ces critériums, et on a donc sélectionné des formateurs provinciaux. Et ces formateurs provinciaux avaient la tâche de pouvoir former les prestataires des hôpitaux généraux de référence dans des sessions. À chaque fois, il y avait 3 sessions d'un mois de durée et les formateurs provinciaux, disons les prestataires des hôpitaux généraux de référence, eux, formés après une période d'induction qui durait 1 semaine, les prestataires des centres de santé. Et pour pérenniser, vous avez vu, on n'a pas voulu faire quelque chose, mener une intervention, mais on a voulu faire. On est parti d'un programme d'intervention qu'on a transformé en un projet de formation. Et un projet de formation avec la formation des formateurs, dans lequel on a mené une réflexion bien concoctée avec la division provinciale de la santé pour déboucher sur une stratégie de formation continue. Et on voulait devenir plus ambitieux en créant un centre de formation continue. Les résultats directs de cette formation, c'est qu'à la base, c'est pas la bonne. À la base, on a formé 412 personnels dans les accouchements. Et ces personnels qui ont été formés dans les accouchements ont dû prendre en charge 12 636 victimes de violences sexuelles et ont dirigé aussi correctement que possible environ 200 000 accouchements pendant les 3 ans. On a formé pour la prise en charge des césariennes un nombre de 37 médecins. Et ces 37 médecins ont pris en charge quelques centaines, quelques milliers de cas de césarienne aussi correctement possible parce qu'il n'y avait plus ces complications-là que l'on connaissait. Et on a formé 17 personnes dans la réparation des fistules et ces personnes ont pris en charge 96 cas de fistules dans leur zone de santé, non pas de manière décentralisée, mais d'une manière en les accueillant comme on accueille les malades qui venaient pour tous les autres problèmes. Mais à côté de ces résultats qui étaient les résultats de la formation, il y a d'autres qu'on a observés, auxquels on ne s'attendait pas. Le premier résultat, c'est la prise en charge rapide des fistules.
les femmes étaient prises en charge presque immédiatement, c'est-à-dire 3 mois après la survenue de cet événement. Et donc, du coup, on a eu des témoignages où des maris sont venus récupérer leur femme, ne pensant pas qu'il s'agissait encore de la même femme qui avait connu une fistule quelques mois avant. Ça, pour nous, c'était très bien parce que ça permettait une réinsertion sociale de ces femmes qui, par le passé, étaient exclues de la société. L'autre résultat qu'on a observé de manière comme ça, on a observé une diminution du taux de césarienne sans modification de la mortalité maternelle. Ceci est très important pour nous parce qu'on le sait en santé publique, chaque fois qu'on fait une cicatrice sur l'utérus, on augmente le risque de rupture utérine et donc on augmente aussi le risque de décès pour ces femmes-là. Donc, comme on a diminué cette proportion de césarienne, donc on a agi à long terme sur la vie de ces femmes. L'autre résultat, c'est que parmi les personnes que nous avions formées, notamment dans la réparation des fistures, il y en a qui sont officiellement aujourd'hui reconnus aussi bien par le niveau provincial que par les autres collègues dans les autres zones de santé comme étant des spécialistes de réparation des fistules. Et donc ces personnes-là ont un autre niveau actuellement. Et même ceux qui ont été formés dans la pratique de la césarienne, c'est devenu des personnes de référence dans leurs institutions respectives. Donc on les appelle comme des pseudo-gynécologues dans leurs hôpitaux, pourtant ce sont des médecins généralistes. Et donc ils ont maintenant eu un autre statut. Et enfin, parmi les formateurs que nous avions, nous en avions 3, et ils restent formateurs, ils sont toujours là. Ils ont changé les contenus et même les méthodes de leur enseignement, parce que c'était des enseignants à l'enseignement supérieur. Donc, 2, ce sont des enseignantes pour les sages-femmes, et 1, c'est un enseignant d'obstétrique à la faculté de médecine. Les 3 ont changé leurs approches pédagogiques d'enseignement. Et pour nous, c'est un résultat qui était tout à fait inattendu. Nous ne savions pas que ça allait aboutir à ça. Et avant que je ne vienne ici, j'étais approché par le directeur général de l'ISTEM, Omar, qui me demandait de travailler avec les autres enseignants pour voir comment on peut adapter les approches pédagogiques aussi pour eux dans l'option des sages-femmes et qu'on puisse généraliser ça dans les autres options de l'ISTEM. Pour nous, ce sont des résultats tout à fait inattendus. Mais cela, même si on l'a obtenu, on ne l'a pas obtenu assez facilement. La première chose, c'est que pour faire des référentiels de compétences, nous avons fait appel non seulement aux bénéficiaires, mais aussi à des acteurs de terrain. Et du coup, ces référentiels, aujourd'hui, je n'en ai plus. J'en avais un temps, Vincent, maintenant je n'en ai plus parce que tout le monde est venu chercher, on appelle ça notre référentiel. On ne parle pas du référentiel qui avait été fait. Et donc, il est très très accepté parce que nous avions associé dès le départ les gens qui allaient l'utiliser. Et je pense que c'est un facteur de succès si on veut faire, et je garde ça comme une leçon. La prochaine fois, si je veux encore faire des référentiels, je vais appeler aussi ceux qui vont pouvoir l'utiliser. Les acteurs externes, ils sont bons. Leur utilité, c'est qu'ils nous ont aidés à valider les pratiques parce que il y avait des mauvaises pratiques. Les gens pratiquaient des césariennes, mais ça aboutissait à des disputes, donc c'était des mauvaises pratiques. Donc, ils ont aidé à les valider, et en les validant, on a essayé de standardiser. Maintenant, la technique de la césarienne, elle est tout à fait standardisée. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, et tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire. Et ça ne s'est pas passé sans couac, parce qu'au début, on a failli arrêter tout le programme. Parce que les encadreurs qui venaient d'Erasme estimaient que les spécialistes qui sont là comme formateurs ne connaissaient rien. Et les spécialistes qui étaient à Goma estimaient que ces encadreurs qui viennent d'Erasme, ils se croient pour qui? Est-ce qu'ils connaissent le contexte? Est-ce qu'ils savent avec quoi est-ce qu'on opère ici? Donc c'était un combat terrible, et donc on a dû prendre suffisamment de temps
pour essayer de mettre ensemble les deux, et par après, c'est devenu des amis, et ils ont continué à travailler par la suite. Les formateurs, nous avons vu à nous écarter de certains encadreurs et de certains formateurs, parce qu'ils ne maîtrisaient pas les outils pédagogiques. Et donc, lorsqu'on a des encadreurs et des formateurs qui n'utilisent pas les outils pédagogiques adaptés, ils sont des fois des adultes. Ce sont des adultes qui ne viennent pas du néant, qui ont leur propre expérience. Et donc, on ne doit pas pouvoir les négliger. Et nous, comme on avait ces personnes-là, on prenait tout le temps pour considérer tous ces adultes. Les prestataires de soins sont souvent des personnes qui sont sursollicitées, qui n'ont pas le temps. Et donc, ces formations, on essayait de les faire aussi courtes que possible. Et on cherchait à gauche, à droite, pour arriver à un certain moment à constater que on avait une très bonne assimilation lorsqu'on utilisait les méthodes, des modèles anatomiques. Lorsqu'on faisait la simulation, on avait de très bons résultats. Et enfin, pour commencer, chaque participant, lorsqu'il venait en formation, devrait remplir une fiche. Cette fiche, c'était pour recueillir ce que ce participant attendait, et on lui disait déjà ce que nous attendions d'elle, et nous recevions en pli fermé les attentes de la structure qu'il envoyait, parce qu'on les demandait. Et donc c'est tout ça qu'on mettait ensemble, qu'on remettait non seulement au formateur commercial, mais aussi au tuteur pédagogique, parce qu'il y avait un tuteur qui lui faisait le relais entre les personnes à former et les formateurs. Et il devait assurer le suivi, y compris jusqu'au jour de l'évaluation finale de la personne à former. Et donc, on a observé que lorsque on faisait remplir cette fiche-là à la personne, cette personne s'engageait à faire quelque chose, et lorsque à la fin on faisait l'évaluation et que cette personne remplissait à tous les critères, satisfaisait à tous les critères, cette personne se sentait à un certain niveau. Et je venais de le dire déjà que certaines personnes sont considérées comme des pseudo-spécialistes dans le domaine. Ça a eu des avantages, ça a eu des inconvénients, mais je ne vais pas rester là-dessus parce que ce serait très long, mais il faut seulement dire que, comme inconvénient, c'est que l'organisation, pour commencer ça, la mise en place était très fastidieuse. Il fallait des va-et-vient, beaucoup de réflexions avec le docteur Vincent, que je salue ici, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous n'allons pas faire. Le défi actuel, c'est de pouvoir étendre, parce que l'expérience, on l'a menée uniquement dans le domaine du gynéco-obstétrique. Mais on veut pouvoir étendre cela à la prise en charge du nouveau-né, à la prise en charge de l'adolescent, et en tenant compte des priorités qui sont les nôtres. Nous sommes une zone en guerre, aux urgences en orthotraumatologie, en utilisant les mêmes méthodologies. Et ce que l'on veut pour pouvoir faire animer cette action, c'est de pouvoir mettre en place un centre de formation qui aura pour mission de pouvoir maintenir les compétences des gens, pouvoir les adapter à l'évolution de la science dans un contexte, dans une approche totale de qualité et de sécurité des soins. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir débordé de quelques minutes. Merci Prudence. De la même manière, est-ce qu'il y a quelques questions spécifiques sur cette présentation ? J'avais une question sur la simulation anatomique, c'est quoi exactement ? La simulation. Vous dites à un certain moment que quelque chose de très positif, c'était
Est-ce que c'est des mannequins? Oui, on a utilisé des mannequins. D'accord. Je vous remercie. Ah, il y a encore quelqu'un. Oui, j'ai pas vu. Là, ici. Merci, M. Prudent. J'avais juste une question. Je veux savoir le rôle du privé, parce que vous avez tantôt dit au début de votre présentation, il y avait une prolifération de structures privées dans votre contexte. Alors, quel est le rôle du privé dans ces formations? Et aussi, la prise en charge des femmes fistuleuses. Vous l'avez tantôt dit, c'était un peu difficile pour des femmes qui ont passé 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y avait des actions ou est-ce que vous prévoyez maintenant des actions allant dans le renforcement du pouvoir économique, par exemple, ou beaucoup plus de sensibilisation des communautés pour leur insertion? Voilà, je vais commencer par la deuxième question qui est la plus simple. Par rapport aux femmes fistuleuses, on n'a plus besoin de leur insertion socio-économique. Parce que quand la fistule survient, ce que nous avons fait par rapport à la formation, les 17 personnes qui ont été formées, c'était parmi les meilleurs 34 qui avaient été formées pour la pratique de la césarienne. Et ces 17 personnes ont été choisies pour les répartir correctement en termes de géographie, de sorte que une personne qui est ici peut servir 2 ou 3 zones de santé. On va maintenant traverser le continent et puis Madame nous a proposé un bon façon de continuer puisqu'on va justement parler des formations en ligne à distance avec Monsieur Michel Collier qui nous parlera d'une expérience, d'une intervention, menée en Guinée autour de modules de formation à distance. Micro. Monsieur Patrice, je pense que je vais rester là, pouvoir m'endormir un peu. Ok. Je suis Collier Jean-Michel, je suis informaticien à la base. Je suis responsable de la plateforme e-learning du Centre national de recherche en formation et de Mafranya. Ok. Le Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Mafranya a été créé en 1985 par le ministère de la Santé. Le centre a pour mission de développer un environnement favorable pour l'offre de services et de soins de qualité à la population. C'est un. De deux, le centre a pour mission aussi de participer à la formation continue des ressources humaines en santé et également participer aussi à la formation initiale et pratique des étudiants de la faculté de médecine de Conakry et ensuite des écoles de santé. Une autre mission du centre, c'est d'entreprendre les recherches dans les domaines socio-économiques et sanitaires. Alors, dans l'historique, on va parler un peu du contexte de formation de ressources humaines en santé de Conakry, disons en Guinée. En Guinée, durant des années, disons une dizaine d'années, en tout cas jusqu'en 2016 où le gouvernement a décidé de fermer la faculté de médecine pour les nouveaux étudiants, il y a eu une formation massive des médecins à la faculté de médecine. Et cette formation se terminait dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux de Conakry et ça ne permettait pas aux étudiants d'avoir une opportunité de carrière dans ce qu'ils veulent apprendre. Alors, comme le centre de Mafranya a pour mission ici de vraiment créer un environnement favorable et participer à la formation des jeunes diplômés, il a alors, depuis sa création, participé à la formation de ces étudiants perdus, où il prenait 25 médecins par cohorte
qui partaient rester dans le centre 2 à 4 semaines pour une formation en soins de santé primaire. Mais vu l'arrêt de cette formation dû à l'avènement d'Ebola, puisque les étudiants venaient passer 2 semaines dans le centre, vivaient dans les dortoirs du centre et il y avait Ebola, l'approche était un peu interdite, donc le centre a stoppé cette formation et il y avait aussi manque de financement, donc le centre ne pouvait pas toujours continuer à donner cette formation. Alors, il a décidé, oui, au lieu d'abandonner les étudiants qui ont fini leur cycle universitaire, qui n'ont vraiment pas l'opportunité d'apprendre, pourquoi ne pas créer une formation en ligne qui va les permettre de continuer leur rêve et peut-être qu'un jour pouvoir avoir le diplôme de doctorat. C'est dans ce cadre que le centre a pris une collaboration avec l'Institut LIMT dans le nouveau cadre de la coopération belge FA4 2017-2021 dont la Guinée a été l'un des pays bénéficiaires. L'IMT, l'Institut de médecine tropicale, a appuyé le centre à collaborer dans le science scientifique et institutionnelle. Alors, l'un des résultats majeurs du centre était réellement que l'Institut de médecine tropicale d'Anvers puisse nous aider vraiment à améliorer notre capacité à assumer vraiment notre fonction, c'est-à-dire la fonction qu'on doit être un centre de formation et national, ça c'est un, mais qui va vraiment apporter dans le cadre des ressources humaines. Donc c'est dans ce cadre que Enable, qui a bénéficié d'un financement de la coopération belge au renforcement des ressources humaines en santé, a signé un accord avec l'Institut médical l'IMT d'Anvers pour pouvoir appuyer ici le centre. Et c'est dans ce cadre-là que les deux parties prenantes, l'IMT et Enable, ont fait une mission à Conakry pour pouvoir faire les états des lieux. Alors, le centre, vu qu'il avait déjà un projet de réaliser des cours en ligne, a exprimé le besoin de financement de ce projet-là aux partenaires Enable. Et à l'issue de ces discussions, les différentes activités ont été retenues. Ils ont décidé que du 12 au 16 mai, qu'il y ait un atelier s'est tenu à Anvers, où la partie prenante était un cadre du centre de Mafranya, les cadres de l'IMT et également les étudiants de short course qui étaient déjà à l'IMT et qui étaient visés à être à la longue facilitateur de cette formation. Et ensuite, un atelier s'est tenu à Conakry, dont l'objectif de cet atelier était de valider les différents points qui ont été décidés lors du premier atelier à Anvers et pour pouvoir définir réellement le contenu des modules et qui pouvaient être facilitateurs. Ensuite, de juin en décembre, il y a eu le déplacement des spécialistes en e-learning de l'IMT au centre de Mafranya, toujours pour améliorer la capacité de l'équipe e-learning de Mafranya. Ensuite, l'équipe e-learning de Mafranya a participé ici ou a assisté ici à un atelier de formation dans le cadre des cours e-learning. Et en décembre, un formulaire de recrutement a été lancé pour recruter les participants potentiels qui pourront suivre les cours que le centre devrait développer en ligne. Et nous avons reçu 209 inscrits à ce recrutement. Donc, on y comptait 33 étrangers, c'est-à-dire les 33 inscrits dans les pays de la sous-région. Mais comme au début, l'idée, c'était que le contexte était un peu fixé sur la Guinée, on n'a pas voulu toucher d'abord les pays étrangers, on voulait d'abord adapter
voir est-ce que notre contexte sera bien pris d'abord par les Guinéens et ensuite élargir le cours. C'est dans ce cadre-là, le 10 janvier, une phase de pilotage a été lancée et on a invité les gens, les spécialistes, un peu de spécialistes et ceux qui n'en connaissaient rien vraiment, à tester la plateforme, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'allait pas marcher. Donc on a lancé cette phase de pilotage-là et les différentes critiques et suggestions ont été recueillies. On a amélioré la plateforme et le 15 janvier 2018, on a lancé nos 2 premiers cours qui sont les soins de santé primaire et la gestion de services de santé reproductive. Ensuite, il y avait déjà un short course appelé le ISCAT, le traitement des antirétroviraux, qui existait déjà à l'IMT, mais en anglais, qui a été importé sur la plateforme guinéenne, donc pour permettre ici aussi, puisque le VIH-Sida existe en Guinée, il fallait créer une formation aussi pour pouvoir aider les gens à ce traitement d'antirétroviraux. Donc on a importé le ISCAT d'Anvers sur notre plateforme en français. Donc pour la méthodologie et approche de la formation, nous pouvons dire que chaque module de chaque cours est lancé ici par semaine, c'est-à-dire par semaine on a permis aux étudiants d'avoir seulement qu'un seul module par semaine. Ça les permettait de bien maîtriser le module et peut-être de ne pas transverser entre les différents modules dans la même semaine. Et chaque module, on a fait les cours vidéo, on a enregistré les facilitateurs qui expliquaient les présentations PowerPoint et pour encore mieux faciliter la compréhension des étudiants, il y avait les auto-évaluations. On a aussi pour pouvoir connaître la compréhension, pour pouvoir évaluer la compréhension de l'étudiant sur le module, on a fait les devoirs qui pouvaient être les assignments, c'est-à-dire que l'étudiant partait faire une recherche et venait déposer, ou les quiz. Ensuite, on avait les forums de discussion où l'étudiant avait l'occasion de discuter sur un thème avec son facilitateur ou de poser les questions qu'il n'avait pas comprises dans le cours sur le forum. Et ce forum était dirigé ou monitoré par le facilitateur du module. Donc, à la fin de cette première cohorte, pour les étudiants en soins de santé primaire, sur les 20 étudiants qui ont été inscrits, 17 ont terminé le cours, dont 15 ont validé. C'est-à-dire que sur les 20 étudiants qui étaient inscrits, seulement 17 ont pu terminer le cours. Les 3 autres, peut-être dû à un problème de connexion ou vraiment qu'on ne sait pas, ils n'ont pas pu terminer. Et sur les 17 qui ont terminé le cours, seulement 15 ont validé les évaluations du cours. Et pour le cours SSR, tous les 20 inscrits ont validé le cours. Et sur les 20 qui ont validé, qui ont terminé le cours, les 17 ont validé. Les facteurs critiques sont nombreux, on ne pourra pas tous les citer vu le temps restreint. Vous pouvez lire comme l'enthousiasme des apprenants, par exemple, pour cette première cohorte. À la fin de cette première cohorte, on a fait un atelier où on a vu vraiment que le contenu qui était donné dans le cours a été vraiment maîtrisé par les étudiants et ils ont vu vraiment qu'il y avait un changement qui était apporté dans leurs connaissances et ils étaient enthousiastes. Il y a les étudiants même qui ont voulu être facilitateurs tellement que c'était tellement important. Et l'un des facteurs critiques de succès de cette formation était encore la plateforme pédagogique qui était facile à accéder. Donc à n'importe quel moment, l'étudiant pouvait venir accéder à son cours et les lire, ainsi de suite, on ne pourra pas tous les citer. Et malgré qu'il y a ces facteurs de succès-là, on ne restera pas sans savoir que pour concevoir un cours en ligne, il faut du temps. Vous pouvez taper 2 à 3 jours ou
5 heures à discuter sur un seul verbe. Est-ce qu'il faut mettre avait, est-ce qu'il faut mettre... Donc ça prend assez de temps et si vous ne faites pas attention, des fois ça crée les disputes. Mais le grand défi que nous avons à relever pour le moment, c'est comment offrir un cours adapté à tous les niveaux d'apprenants. Parce qu'il y a les apprenants, par exemple, qui ne connaissent rien en informatique et c'est un cours en ligne. Donc, comment adapter le cours, par exemple, à ce type d'apprenants? On a ce problème-là, à ce 1. Et on a aussi un gros problème chez nous, c'est la qualité de la connexion qui n'est pas tout à fait fiable, puisque c'est un cours en ligne. Comment faire de sorte que le contenu qu'on donne soit bien aperçu par l'étudiant, vu qu'il n'a pas une très bonne connexion. Ça, c'est de 2. Et de 3 aussi, on a réfléchi à coacher les étudiants à pouvoir utiliser le contenu qu'on met, par exemple, sur la plateforme, à les utiliser hors connexion. C'est-à-dire, c'est les coacher à travers les tutos ou les guides d'études à pouvoir utiliser les applications Moodle qui va les permettre vraiment d'étudier le cours sans connexion. Et on a pensé aussi à faire les supports techniques intensifs qui pourra permettre vraiment à l'étudiant de bien apercevoir le cours et pouvoir l'appliquer aussi dans son travail. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci Michel pour ce timing très serré qui nous laisse un peu plus de temps pour les questions. Moins de questions pour cette... Alors, si des choses vous viennent par la suite, on pourra continuer peut-être à reprendre des questions spécifiques pour votre présentation. Pour la suite du débat, en fait, pour un petit peu amorcer le débat, on a préparé 3 types de questions que je vais poser maintenant aux panélistes, mais qui doivent amorcer un débat dans la salle, évidemment, qui doivent nous aider à un petit peu réfléchir et prendre de la distance sur les cas particuliers qui nous ont été présentés pour en tirer des leçons. Alors la première question qu'on s'est posée en réfléchissant à ce panel, c'était qu'est-ce qui a vraiment changé dans les pratiques de formation? Alors sous cette question, on s'était demandé quelles sont les innovations qui sont vraiment porteuses avec par exemple la digitalisation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est porteur ou est-ce qu'il y a beaucoup de limites et on doit s'en méfier ou un entre-deux peut-être? Est-ce qu'on a vraiment changé notre vision de la formation et en particulier du rôle de la personne formée ou est-ce qu'on a encore des difficultés avec ça? Et de façon générale, comment on prépare ces formations, notre façon de penser les formations, est-ce qu'elle a vraiment évolué? Et donc là, je m'adresse en priorité à notre panel et puis ensuite à la salle. Donc la question principale, qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos pratiques de formation? Je prends la parole? Oui. Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Je parle de mon point de vue. C'est en travaillant avec des adultes. Nos étudiants ont toujours eu 18 ans et plus. J'ai appris à les regarder comme personne qui est à la même hauteur que moi. On fait équipe. Et je crois que dans les formations actuelles, c'est très important que la personne qu'on a devant soi se sent reconnue. Chaque instruction, c'est la communication. Et la communication se fait le mieux au niveau horizontal. Reconnaître l'étudiant ou la personne à former comme personne à part égale, avec ses compétences
à lui, nous permet d'échanger des compétences et des connaissances. Parce que je dois dire que travaillant en Afrique, par exemple, j'ai appris plus que j'ai pu donner. Il faut laisser l'idée de formation et instruction top-down, il faut un peu l'abandonner. Parfois c'est nécessaire, mais quand je me mets comme expert devant la personne, c'est dans l'idée que dans quelques minutes ou quelques heures, c'est lui qui sera l'expert et c'est moi qui sera sur la partie recevante. Et je crois que dans l'enseignement moderne, il faut travailler comme ça, et même avec les enfants. Mais je crois que pour les adultes, certainement, il faut travailler comme ça. Tu veux réagir, Félix ? Voilà, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, parce que ça a beaucoup de valeur, tout ce qu'il a dit, de considérer la personne à former. D'ailleurs, il faut l'appeler apprenant, parce que il ne faut pas lui dire que c'est un étudiant qui apprend, que tu as un maître, que tu lui apprends des choses, mais vous échangez parce que cette personne a une grande expérience aussi à valoriser et a aussi des attentes. Mais je vais plutôt aborder l'aspect de l'électronique par rapport à tout ça. C'est vrai, on ne peut pas échapper à l'électronique à l'heure actuelle parce que même les personnes de troisième âge presque que nous sommes obligés d'apprendre encore une fois l'informatique parce qu'il n'y a plus personne qui peut échapper à ça. Donc on va avec. Mais est-ce que c'est ça qui va constituer la solution? Lorsqu'on travaille avec des adultes et que l'on veut améliorer les compétences, je me pose la question si ça peut vraiment être la véritable solution. C'est un moyen qu'on peut utiliser, mais la chaleur humaine, l'échange entre la personne à former ou l'apprenant et le formateur reste très utile. Et même, surtout lorsqu'on veut améliorer une certaine compétence, une compétence bien précise. C'est plus facile de le faire pendant qu'on est en train de voir ce qui est en train de se faire. Mais en même temps, je dis bien que lorsqu'on doit remettre des documents, lorsqu'on doit remettre de la documentation que la personne pourra utiliser dans le futur, on peut bien entendu utiliser encore la digitalisation. Donc, je ne peux pas dire que c'est ça qu'il faut pour le monde de demain, parce que certains pensent que vraiment c'est ça qu'il faut pour le monde de demain. Je ne veux pas dire non plus qu'il faut seulement la présence. Je pense qu'il faut un peu un mix dans le monde actuel. Donc il faut faire avec l'évolution du monde. Donc il faut s'adapter. Oui, oui, je voulais juste dire que ce qui a un peu beaucoup plus changé dans l'apprentissage, c'est la communication, oui, entre apprenant et le professeur. La communication dans le cadre que maintenant là, on n'est pas tellement obligé d'aller dans une salle de classe, s'asseoir, voir son professeur en face, communiquer, et on peut rester chez soi avec son digital, apprendre. Donc c'est ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, il y a les gens qui peuvent avoir, par exemple, les masters en ligne, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, je peux dire que c'est la communication entre les deux parties prenantes qui a un peu changé. Comment vous faites pour les modules plutôt pratiques? Bon, pour... La pratique, Oui. Oui, pour les modules plutôt pratiques, par exemple, nous, sur notre plateforme, pour le moment, il n'y a pas de module plutôt pratique. Oui. Il y a pas, plus que les cours sont seulement basés sur les soins de santé primaire. Par exemple, comment faire le monitorage, comment... Ça, il n'y a pas assez de modules. Il n'y a pas de module plutôt pratique chez nous.
pour justement les modules, parce que en fait je complète ce que dit Michel, parce qu'il est l'informaticien et les personnes qui ont créé les modules à Maferinia ne pouvaient pas venir. On n'a fait venir qu'une personne de Guinée, mais pour avoir travaillé avec eux, donc les modules ont été identifiés, le sujet, en fonction justement que, étant donné le financement qu'on avait de Enable, qui ne permettait pas vraiment ce qu'on appelle un blended e-learning, c'est-à-dire avec tous les participants. Tous les participants ne pouvaient pas venir pour un cours face à face, présentiel. Donc on a identifié des sujets qui pouvaient se donner sans cours présentiel pour ce premier cours en ligne. Maintenant, ça ne veut pas dire que, donc pour des cours pratiques, votre question est tout à fait pertinente. Ce n'est pas possible de faire une formation en ligne pour des cours qui nécessitent de la pratique. Il faudra aussi une partie présentielle. Et donc là, le module en ligne ne peut pas répondre entièrement à cet objectif pédagogique. Donc voilà, ici les sujets qu'on avait pris pour commencer on pouvait atteindre nos objectifs sans faire de cours présentiels. Mais on envisage même pour les cohortes suivantes d'avoir, si possible, quelques jours d'ateliers, d'évaluation et de, on va dire, maîtrise des connaissances, parce qu'on pense que ce sera un plus pour les participants de pouvoir échanger et sur tous les sujets des modules qu'ils ont abordés, et ce sera vraiment une capitalisation du savoir après le cours en ligne. Donc je crois que de toute façon les cours présentiels, c'est pas parce qu'il y a des cours en ligne qu'on va les éviter. Pour les cours pratiques, c'est essentiel. Et puis pour même les cours où les sujets s'adaptent mieux, je crois que le présentiel et faire la combinaison donc d'un cours en ligne et un présentiel est vraiment intéressant. Voilà. Voilà, je travaille donc avec l'équipe IMT, mais aussi mon collègue Michel. Alors, en Guinée, bien sûr, il y a des enjeux. Il y a des enjeux à la fois humains, mais aussi financiers. Si nous prenons le premier, il a déjà signalé, nous formons à peu près 400 médecins par an jusqu'en 2016. Donc, vous prenez juste 2010-2016, 15 000 agents de santé ont été formés, ce qui dépasse largement le nombre recruté à la fonction publique depuis l'indépendance. Voilà, donc il y a des enjeux. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais aujourd'hui, l'État va vers ce qu'on appelle la médicalisation des soins de première ligne. Alors, avec du personnel qui sort de la faculté de médecine et qui n'a aucune connaissance en soins de santé primaire. Le module qui est désormais mis en ligne. C'est un enjeu. Il y a plusieurs gens, il y a un besoin, au moins qu'ils apprennent le contexte où ils vivent, qu'ils comprennent comment ça marche, comment un district est organisé. Ils sont envoyés en appui au district, en appui aux médecins de district, au DPS, même au niveau des centres de santé, mais ils ne savent rien du fonctionnement des districts. C'est important quand même, des cours comme ça peut améliorer leur pratique, mais aussi leur donner une certaine lisibilité de ce qu'ils doivent faire. Maintenant, bien sûr que ça va avec des enjeux de pouvoir étendre aussi que possible à tout le monde, mais dans un contexte où, comme on l'explique, plusieurs agents de santé ont été recrutés et près de 1000 médecins déjà dans des structures périphériques, ce n'est pas aisé de couvrir tout le monde à la fois. Et aussi, ça demande probablement des moyens, un sous-financement du système de santé et tout. Il y a des enjeux qui existent. Et peut-être, pour remédier à tous ces enjeux, il va falloir un investissement vraiment à long terme de la part de l'État. Il faut que les politiques s'appréhendent le système éducatif, mais aussi il faut qu'ils s'appréhendent la santé. Il faut qu'ils voient cela comme une priorité. Il faut que la santé soit considérée comme, M. Diouf le disait, il faut que les investissements-là ne soient pas considérés comme des dépenses, mais qu'on ait à l'idée que ça va dans la réduction des inégalités, que ça va dans la formation des personnels de santé, que ça va aussi dans l'amélioration de santé des personnes, ainsi de suite, de la productivité, et etc.
Alors le chemin est long, je pense, en Guinée, mais des initiatives comme le cours en ligne sont d'une portée excellente. Oui. Les autorités, quelles qu'elles soient, peuvent peut-être faciliter les choses. Alors malheureusement, l'heure tourne. Alors c'est vraiment la dernière intervention parce qu'il y en a encore un petit. Bon, vous avez déjà multiplié plusieurs coachs, hein, et peut-être c'est à eux de défendre le modèle. Oui. Et c'est à eux de répliquer et de l'adapter. Ça, je crois que c'est le plus vite que nous on peut se retirer du projet, le mieux que c'est. Hein. Ben, on est réticent un peu pour le moment parce que la qualité n'est pas encore au niveau optimal. Hein. Donc, mais je vous ai parlé du COCO, du coach coordinateur, il aura une grande responsabilité là. D'accord, merci à tous. Je suis navrée, mais heureusement, on a encore du temps pendant la suite de la journée si vous voulez rediscuter avec les intervenants ou entre nous. Je vous invite pour terminer cette session, vous avez vu devant vous, vous avez chacun deux petits cartons. On aimerait avoir, mais pas seulement à l'écrit aussi, si on peut prendre quelques minutes de plus oralement. D'abord, qu'est-ce que vous avez appris? On peut mettre sur le carton vert ce que vous avez appris, par exemple, ou s'il y a quelque chose que vous avez trouvé nouveau. Et puis sur le carton rouge, mettons le key message. Est-ce que vous avez retenu que vous trouvez inspirant ou qui vous peuvent vous servir que vous voulez ramener chez vous ou dans votre institution ou dans votre travail? Et puis, on prendra peut-être 1 ou 2 minutes, alors peut-être pas tout le monde parce qu'on ne veut pas que ça traîne trop, mais disons ceux qui se sentent les plus à l'aise oralement, de partager ça avec le reste de la salle, si ça vous va. Donc on prend peut-être 1 minute pour remplir nos petits cartons. Et puis alors, quand vous quittez la salle, si vous pouvez les déposer, hein, parce que l'idée c'est que nous, on aimerait bien avoir ce feedback, les déposer juste là à la sortie. Donc en vert, ce que vous avez appris qui était innovant, nouveau, que vous attendiez pas. Et puis en rouge, vraiment ce qui vous tient à cœur, que vous voulez ramener dans vos institutions, que vous avez trouvé vraiment le cœur de ce qui a été discuté cet après-midi, qui peut être inspirant pour vous peut-être. Oui. On va laisser tout le monde remplir peut-être un petit peu son carton. Je vais me permettre de faire ma propre conclusion, comme ça va pouvoir vous amorcer la suite. Moi, ce que je retiens aussi lors de la préparation de ce panel, ça a été vraiment cette bonne impression qu'on avait un panel où on avait des techniques tout à fait complémentaires, à la fois de mise en pratique avec des simulations au Kivu, du coaching, donc de l'accompagnement vraiment personnalisé et sur le terrain. Et en Guinée, cette digitalisation l'appuie par un nouvel outil pédagogique. Et justement, je trouve que c'est ça que je retiendrai dans mon petit carton rouge. Ce que je trouve très inspirant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était l'idée que finalement ces formes entre la théorie qu'on peut peut-être digitaliser pour garder un support mais pas centraliser tout sur la théorie, et des aspects plus pratiques, soit en forme de simulation, soit en forme d'accompagnement, de coaching, peuvent être tout à fait complémentaires et répondre à des besoins pragmatiques de terrain. Et nous sortir peut-être de cette ornière de la formation pour la formation qui finalement n'aboutit pas à des grands changements qui sont pourtant ses objectifs premiers. Et donc pour cela, je voulais remercier nos panélistes. Je profite maintenant déjà de vous remercier de cette richesse en fait de techniques et de vision, de transmission du savoir, qui ne sont pas figées, au contraire, qui sont mouvantes, où on essaye et puis on apprend de nos essais avec
parfois des très bonnes surprises, puis parfois des choses à réajuster. Voilà, je vous laisse maintenant, peut-être vous, réagir, apporter ce qui vous a marqué, ce qui vous a inspiré. Moi, je travaille à la DGD. C'est vrai qu'on est pour le chaises, éducation et santé. Si on veut regarder pour l'avenir, et déjà dans cette pizza quand même, on voit que les défis qu'on a pour l'avenir par rapport au niveau technique, online, des cours en ligne interactifs, je pense que c'est vraiment peut-être une priorité parce que la DGD exécute pas mal de projets avec des partenaires externes, qu'il y a une captation quelque part de ce que thème, de ce qui se passe dans cette préparation. On vient de dire, si on fait des projets, des formations en ligne, ce qu'on reçoit, ça semble facile, et bon, il click and you go. Mais ce qu'il doit préparer, ça prend beaucoup de temps, et que, par exemple, le projet ITM, c'est en Guinée, on peut peut-être le multiplier au Bénin, on peut peut-être le multiplier ailleurs. Je pense que c'est quand même crucial au moment qu'il y a moins de moyens et qu'il y a une technique qui est multiplicateur plutôt facile. Je ne dis pas qu'il faut faire copy-paste, mais ça serait quand même une perte de richesse et des moyens déjà qui sont là, qu'il y a déjà un résultat, pour dire on va le laisser comme ça, chacun de nouveau, on va balayer devant notre porte. Je pense qu'il y a quand même un rôle peut-être à donner aussi à notre ministre, de ne pas laisser les subsides finis et partis, parce que même s'il y a eu du traducteur ou pas, quelque part, ça peut même appartenir aux gens qui veulent faire peut-être aussi utiliser ce matériel qui existe déjà, pour lequel le taxpayer a déjà payé. Bon, je pense que c'est peut-être une chose qu'on va voir comment faire face à ça, vu qu'il y a quand même une nouvelle ère, c'est tout ça, le développement, on ne sait pas encore très bien, on a ceci, mais aussi au niveau de la santé, on a aussi de nouvelles choses. On ne peut pas laisser faire de ça dans la nature. Réinventer la roue, refinancer l'invention de la roue. Tout d'abord, je voudrais dire que ce matin, j'étais étonnée de voir autant de gens ici aujourd'hui. On a quand même tous le même but de partager notre savoir et d'augmenter le pouvoir. Ça me faisait du plaisir de voir autant de gens ici aujourd'hui. Et ce que j'ai retenu, c'est surtout la module de e-learning. C'est vrai, j'ai un peu les mêmes sentiments que mon collègue Roland disait, c'est que j'avais l'idée que c'était un peu pour les plus jeunes, plus pour la nouvelle génération. Et quand j'entends que, par exemple, au Guinée, quand on est vraiment en manque de moyens pour communiquer, pour donner des formations, heureusement qu'on vit aujourd'hui, avec tous les moyens et la technique qu'il y a aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'e-learning pour quand même continuer à donner des formations là où il y a 10 ans, ça serait impossible. J'espère que ça donne une nouvelle chance pour le e-learning. Oui, disons que moi, ce que je retiens, c'est un peu le meilleur des trois personnes du panel qu'ils ont partagé, c'est-à-dire que les choses peuvent bien avancer si on a d'un côté l'appui des autorités sanitaires, si on s'appuie aussi sur les acteurs locaux et de terrain, et si on a une culture mixte de digitalisation et de présentiel en même temps, quoi. Et en même temps, il y a des questions qui n'ont pas peut-être été au bout pour moi. Par exemple, le partage du savoir, c'est vrai. Ça demande une perte du pouvoir de la part du formateur, mais ça demande aussi également une prise de responsabilité de la part de l'apprenant. Et dans tout ce processus, ce n'est pas toujours évident
pour l'un comme pour l'autre, on n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais dans tout ce processus d'empuissancement ou d'empouvoirment, comme disaient les Canadiens, il y a tous les acteurs qui sont importants dans le terrain. Et là, il y a une question qui me traversait l'esprit, mais que je peux juste souligner comme ça en passant. Est-ce que vous pensez que le rôle des associations de patients peuvent être important à la fois pour la santé mentale, pour le problème des fistules, les gens qui sont passés par là, pour les personnes qui sont sur le digital aussi, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'efforts pour la sensibilisation et la prévention aussi, dans le même cadre. Voilà les quelques réflexions que j'avais. C'est une question pour faire une session complète. Une question fort intéressante. Oui, et juste pour clôturer avec ça, parce qu'on a parlé des bénéficiaires. Et alors, à notre niveau, on parlait des bénéficiaires, c'était les apprenants, en oubliant peut-être les bénéficiaires ultimes qui sont les patients. Et donc ça, c'est vrai que c'est toujours à intégrer dans notre canevas de formation, que l'empowerment doit aussi aller jusqu'à eux, quoi. Oui, un mot de clôture en fait pour vous remercier tous, pour vous inviter à venir boire un verre, mais aussi si vous êtes d'accord, si vous voulez continuer à échanger après, on a vos contacts, on vous mettra en contact et c'est un peu à vous de nous dire au secrétariat, soit Because Health to Educate, si on refait d'une forme ou autre un suivi. Mais avec cela, je veux vous inviter à tous applaudir le panel et je remets une petite attention et entre-temps, je vous invite à nous rejoindre à la réception où on a eu le café pour un dernier verre.